Alors, on va débuter peut-être simplement par un petit tour de table. Claire-Anne, je vais te laisser te présenter rapidement. Bonjour à tous, Claire-Anne Coria, je suis cofondatrice du CABA, média et partenaire des entreprises pour déployer les éco-gestes et former les salariés en entreprise. Merci Claire-Anne et merci d'être présente ce matin. Donc, quant à moi, c'est Thomas Chauveau, donc je suis responsable de la communication et consultant en conduite du changement auprès des entreprises chez Ecodev, qui est un cabinet de conseil en RSE. Alors, on va tout de suite débuter par la première partie. On va rappeler un petit peu les enjeux actuels liés à la sobriété et à l'énergie. Je pense que c'est important et montrer un petit peu la nécessité de traiter ces sujets-là avant de passer à la seconde partie avec Claire-Anne autour de comment justement on va mobiliser les collaborateurs autour de ces enjeux d'actualité. Donc très rapidement pour présenter Ecodev, donc pour celles et ceux qui éventuellement ne connaissent pas, une brève présentation. Donc on est une société de conseil qui accompagne les entreprises ou les employeurs au sens large et les territoires dans l'élaboration et le déploiement de leur stratégie RSE et de leur transition environnementale et sociale. On les aide dans l'anticipation finalement des mutations sociétales en cours et à venir et l'intégration de ces enjeux dans le pilotage de leur organisation. Notre raison d'être, c'est important, on aime bien la rappeler, c'est réveiller ou éveiller, en fonction du niveau de maturité des entreprises, les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Alors plus concrètement, on s'articule autour de 4 métiers. Le conseil stratégique avec l'accompagnement dans la définition de stratégie RSE, la transformation de business model pour les entreprises ou la transition écologique des territoires si vous êtes un territoire. Deuxième métier, c'est la mesure et l'analyse des impacts et la définition des plans stratégiques et des feuilles de route opérationnelles associées. Le troisième métier, c'est le déploiement opérationnel de ces feuilles de route, l'évolution des métiers, des pratiques à travers notamment le pilotage et le suivi d'actions concrètes. Et pour finir, qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, la communication et la conduite du changement pour valoriser les engagements et surtout impliquer les parties prenantes dans les démarches qui sont mises en place. Ces 4 métiers, on les met au service de 4 grands pôles d'expertise complémentaires qui sont la RSE au sens large, les enjeux climat-énergie, la mobilité durable et la biodiversité. Et justement, en matière d'enjeux climatiques et énergétiques, l'actualité est forte, plus forte que jamais, et c'est notre angle du jour pour parler de mobilisation des collaborateurs. Et comme vous le savez, c'est un secret pour personne, on a tous pris conscience aujourd'hui de la dépendance énergétique auquel nous sommes soumis dans l'ensemble de nos activités, qu'elles soient économiques ou même au quotidien. Cette prise de conscience, elle a été brutale. Elle est liée à diverses actualités concomitantes, notamment, vous le savez, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et la guerre économique associée, qui a généré des difficultés d'approvisionnement en énergie. On pense au gaz russe notamment, mais il y en a d'autres, et aux matières premières, notamment alimentaires. Mais également en France, on a eu d'autres événements comme des conflits sociaux, je pense à celui de Total par exemple, qui a généré des difficultés d'approvisionnement en carburant, qui a pu gêner d'ailleurs les entreprises et les collaborateurs de ces entreprises pour venir au travail. Et dernière crise qu'on connaît, crise c'est un grand mot, mais c'est la baisse de production énergétique liée à la maintenance de notre parc nucléaire en France, qui fait que voilà, potentiellement on risque d'avoir des problématiques d'approvisionnement en énergie. À titre pour illustrer un peu mes propos, j'ai mis un petit chiffre en bas à gauche, c'est que voilà, il faut se rappeler que 55% de l'énergie consommée en France est produite sur le territoire. Donc ça veut dire que quasiment la moitié est importée. Voilà, donc, ce qui montre qu'on a vraiment une très forte dépendance des autres en approvisionnement énergétique. C'est les chiffres du ministère qui sont sortis là en novembre, courant du mois. Toutes ces difficultés-là, elles ont engendré une hausse des prix. C'est également un secret pour personne. Cette hausse des prix, elle a impacté les entreprises, d'autant plus d'ailleurs les entreprises du secteur industriel, qui sont peut-être un petit peu plus dépendantes du prix de l'énergie, et également ont impacté les salariés de ces entreprises, de tout secteur, pour venir au travail, pour se chauffer, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que les enjeux de dépendance et de sobriété énergétique sont devenus aujourd'hui clairement un enjeu majeur pour les entreprises, si vous en doutiez encore, et pour tout à chacun d'ailleurs, des enjeux à long, moyen, mais aussi à très court terme, et on en a l'illustration aujourd'hui. Alors, au-delà de ces événements révélateurs, quand on parle d'enjeux climatiques, d'enjeux environnementaux, énergétiques, de transition écologique, de transition énergétique ou de RSE, donc de responsabilité sociétale plus largement, il y a aussi des attentes très fortes et de plus en plus fortes de la part des parties prenantes,
que ce soit les collaborateurs, et on va y revenir juste après, ou des clients, ou même des partenaires, voire du législateur, avec des réglementations qui sont croissantes sur le sujet. Pour compléter les joyeusetés, avec l'épuisement du coût progressif des ressources naturelles, les conséquences du changement climatique et des réglementations qui sont de plus en plus contraignantes sur le sujet par la force des choses, ce qui se passe actuellement, au final, c'est peut-être qu'un avant-goût ou une préparation de ce qui arrivera dans les prochaines décennies ou années. Alors l'objectif, quand je dis tout ça, c'est pas de vous déprimer, mais c'est plutôt d'insister sur le fait que ce sont des enjeux qui sont prioritaires à traiter aujourd'hui, vous en tant qu'entreprise ou en tant que territoire. Enfin, c'est des sujets qui sont vraiment prioritaires à traiter. Alors justement, pour tenter de répondre à ces enjeux-là, le gouvernement a sorti un plan de sobriété énergétique en octobre dernier, qui concerne l'ensemble des corps de la société. L'objectif du gouvernement, c'est de réduire de 40% la consommation d'énergie du pays d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone et de diminuer nos consommations d'énergie de 10% dans les 2 prochaines années. Donc, de belles ambitions. Comme j'ai dit, ce plan de sobriété énergétique s'adresse à l'ensemble des corps de la société, et donc avec des spécificités pour chacun. Mais il y a quand même 2 engagements communs à tous les secteurs, que je vous ai rappelés ici, qui sont consommer moins d'énergie dans tous nos bâtiments. Désolé pour la petite coquille, il manque un N à moins. Dans tous nos bâtiments, donc ça concerne l'aspect consommation énergétique des bâtiments. Et un deuxième engagement qui est peut-être un petit peu moins cité, on parle beaucoup des doudounes, des Wi-Fi, bref, pas de polémique, mais voilà, on parle moins de l'aspect mobilité. Pourtant, c'est un deuxième engagement commun à tous les secteurs. Donc, c'est construire une mobilité plus sobre, plus économe pour tous. Pourquoi ces 2 engagements? Clairement, ce sont des items qui génèrent énormément de consommation énergétique. Je vous ai mis quelques chiffres donc, issus du ministère de novembre. Donc 47% de l'énergie finale consommée en France est issue du résidentiel et du tertiaire, d'où la sobriété énergétique au niveau des bâtiments. Et la mobilité, on en parle moins, et pourtant elle est aussi importante. 32% de l'énergie finale consommée en France est liée au secteur des transports. Donc c'est assez cohérent d'avoir ces 2 engagements ou ces 2 priorités mises sur les consommations des bâtiments et la mobilité. Plus concrètement, pour les entreprises, ce sont 15 actions concrètes qui sont proposées à travers différents items que j'ai rappelés ici. Les 2 premiers concernent les consommations énergétiques des bâtiments, avec la lutte contre le gaspillage, voilà, le fait de faire des économies d'énergie. Et le deuxième qui concerne plus des dispositifs de management de la mobilité, des réglages, des adaptations, etc. Le troisième item concerne la mobilité, justement, avec mieux faire connaître et mettre en œuvre les dispositifs existants de soutien à la mobilité durable en entreprise. Et les 2 derniers items concernent l'organisation du travail, notamment le télétravail, avec un point sur prévoir une organisation de télétravail pour les situations d'urgence. Comme je vous l'ai dit, voilà, il prépare éventuellement à des problématiques de coupure en électricité, même si on ne sait pas si ça arrivera ou pas. Ouais, donc c'est des actions, c'est des items avec 15 actions concrètes qui sont proposées. Et en fait, on va vite voir que tout ça, ça ne peut pas se faire sans la mobilisation des salariés. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Alors, agir pour la sobriété en matière d'énergie, de mobilité ou bien d'émissions de gaz à effet de serre plus largement, ça passe par une première étape importante, une étape de mesure et d'objectivation, c'est-à-dire d'identifier les sources de consommation d'énergie et mesurer leurs impacts. Ou, si on parle de mobilité, connaître les habitudes de déplacement des collaborateurs et mesurer leurs impacts. Ou encore, identifier les sources de gaz à effet de serre et mesurer leurs impacts si on parle de bilan carbone. Donc là, je vous ai mis un peu 3 grands outils qui nous permettent de mesurer, d'objectiver les consommations d'énergie liées au bâtiment, liées à la mobilité, ou de mesurer les émissions de gaz à effet de serre qui sont beaucoup liées aux enjeux énergétiques. Ces outils, c'est l'audit énergétique, c'est le bilan carbone et c'est le plan de mobilité. L'audit énergétique est par ailleurs recommandé dans le cadre du plan de sobriété par le gouvernement. Et au-delà de la recommandation, même si le plan de sobriété reste quelque chose de volontaire, il y a quand même des réglementations sur ces sujets-là. Les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises à l'audit énergétique, les entreprises de plus de 500 salariés sont soumises au bilan carbone, et les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises au plan de mobilité. S'il n'y a pas d'accord dans la négociation annuelle obligatoire, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais ça veut dire qu'il y a quand même des réglementations qui aussi incitent à traiter ces sujets-là. Si j'en parle, c'est parce que voilà, c'est une première étape qui est importante, sans laquelle c'est difficile de construire des stratégies, des plans d'action
qui soit efficace et cohérent avec les enjeux et les impacts propres de l'entreprise. Une fois qu'on a mesuré et objectivé ces consommations, on va pouvoir passer effectivement à la réduction de ces consommations, à la sobriété telle qu'on veut l'évoquer aujourd'hui. Alors vous allez me dire quel rapport avec la mobilisation des collaborateurs, pardon, donc j'y viens. J'ai repris les deux principaux engagements, donc qui sont les consommations énergétiques des bâtiments et la mobilité. Si je commence par la consommation énergétique des bâtiments, quand on met en place une démarche de réduction des consommations, on a trois grands leviers d'action. Je vulgarise et voilà, je grossis le trait. On a trois grands leviers d'action qui sont, un, les investissements. On va pouvoir investir dans de la rénovation, investir dans du matériel qui va être plus sobre, etc. Ce qui est très efficace, mais voilà, ce qui est aussi cher, mais c'est normal. Il y a les réglages. On va aussi pouvoir régler je sais pas, le chauffage dans l'entreprise, la climatisation. Bon, ça peut paraître anodin, mais voilà, il y a plein d'autres systèmes, ou les GTB qu'on va pouvoir régler, qui vont permettre de réduire les consommations. Et après, tout ça, c'est bien que si les usages au sein du bâtiment complètent le tableau, c'est-à-dire le bon usage par les collaborateurs des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes en général. Voilà. Sur la partie mobilité, idem, on a trois grands leviers d'action qui sont les infrastructures. C'est un peu comme des investissements. On va investir dans des infrastructures qui vont aider les collaborateurs à se déplacer autrement et à changer leurs habitudes de déplacement. Ça peut être des bornes de recharge électrique, la mise à disposition de flottes de vélos, etc. On a des services qu'on peut proposer aux collaborateurs pour les aider également dans leur comportement de mobilité, que ce soit des services d'autoréparation de vélo, des services, je n'ai pas d'autres exemples en tête, mais il y en a plein d'autres. Et tout ça, c'est bien, mais que si les habitudes changent. On a beau avoir des infrastructures et des services, mais si les collaborateurs gardent leurs habitudes, ça ne va pas forcément nous aider à réduire les consommations. Et donc la conclusion, justement, et on va faire le lien avec la conduite du changement et la mobilisation des collaborateurs, c'est que sur l'aspect usage et habitude, ça demande des changements de comportement, ça demande de la communication, ça demande de la formation, ça demande de la mobilisation. Donc c'est là où la conduite du changement va arriver et c'est là où c'est important de mobiliser les collaborateurs. Pour terminer, et je laisserai la parole à Claire-Anne, mais pour terminer de vous convaincre s'il le fallait, même si je sais que vous êtes, si vous êtes ici, que vous êtes déjà convaincu, je voulais vous présenter quelques chiffres de une, même deux études qu'on a réalisées ces dernières années. C'était en gros la perception de la RSE auprès des salariés et la perception des salariés, d'un autre côté, auprès de la direction. Donc là, je vous présente quelques résultats de l'étude qui ont montré que 86% des salariés qu'on a interrogés déclaraient s'intéresser davantage aux sujets liés à la RSE qu'il y a quelques années. Bonne nouvelle. Ils sont a priori plutôt ouverts à ces sujets-là. Et voilà. Deuxième chiffre, 70% se disent volontaires pour s'impliquer davantage sur ces questions. 2/3 sont même prêts à proposer des idées pour nourrir leur réflexion. Donc, au-delà d'être ouverts sur le sujet, ils sont même prêts à s'impliquer. Ils ont envie de s'impliquer. Donc, on a vu juste avant qu'il y avait une nécessité de mobiliser les collaborateurs, et ça tombe bien, parce que les collaborateurs en ont envie, c'est même une demande. Je pense qu'on ne peut pas ne pas répondre aux attentes des collaborateurs. Grâce à cette envie et cette demande, l'entreprise n'est pas forcément, il répond pas forcément très bien encore, même si voilà, ça va venir et on est là pour ça aujourd'hui, avec un autre chiffre qui dit que 45% des collaborateurs disent ne pas savoir ce que fait leur entreprise en termes de RSE. Donc il y a un vrai problème de communication, de clarté, de transparence sur ces sujets-là. Et 8% seulement des collaborateurs sont invités à intégrer la RSE à leur pratique ou dans leur métier. Donc la connaissance, c'est moyen, et quand il s'agit en plus de l'intégrer dans les pratiques, on n'y est pas encore. Et je vais finir avec deux derniers chiffres qui montrent qu'il y a des vrais enjeux, comme on l'a un peu évoqué avant, de transparence et de communication. C'est que 33% des répondants s'interrogent sur la crédibilité des démarches. Donc pareil, voilà, la moitié ne savent pas ce qui se passe. Ceux qui savent s'interrogent sur la crédibilité. Il y a un vrai enjeu de mieux diffuser les engagements et d'avoir une stratégie plus claire et lisible. C'est d'ailleurs ce que nous disent les dirigeants d'entreprise dans notre enquête. Ce sont les deux priorités à moyen terme, mieux diffuser les engagements et rendre la stratégie plus claire et plus lisible. En conclusion, pour introduire Claire-Anne et comment on va mobiliser les collaborateurs, on voit qu'il y a un besoin de mobiliser les collaborateurs. C'est nécessaire dans le cadre du plan de sobriété énergétique si l'entreprise veut participer à l'effort commun. Et de l'autre côté, il y a des
des collaborateurs qui sont en attente de pouvoir traiter ces sujets-là, de pouvoir s'y impliquer, de pouvoir les mettre en place dans leur pratique au quotidien, dans leur métier, et que les dirigeants d'entreprise en sont conscients. Donc tout est réuni pour que ça se passe bien et qu'enfin on bouge et qu'on mobilise tous ensemble l'ensemble des strates de l'entreprise vers les enjeux environnementaux et notamment la sobriété énergétique, notre sujet du jour. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Claire-Anne sur l'aspect plus comment mobiliser justement les collaborateurs. Merci beaucoup, Thomas. Pour, démarrer, quelques informations sur, le CABA. Notre mission qui est à gauche, ici, c'est de former et d'informer sur les solutions éco-responsables, les citoyens, les salariés, mais aussi les étudiants. On le fait de 3 façons différentes, aujourd'hui. On a tout d'abord un site internet, lecaba.fr, qui est gratuit, pour les particuliers, qui présente des guides d'achat, de produits et de services, moins polluants. Deuxièmement, on le fait avec des formations payantes pour les salariés et les citoyens, soit en e-learning, on a 4 modules, de 30 minutes sur les éco-gestes, au bureau, par exemple, soit en présentiel ou en distanciel pour, des plus petites, équipes. Et dernièrement, on fait de l'information et de la formation, avec des, contenus en abonnement, des newsletters, des défis qui permettent aux salariés de comprendre ce qui a le plus d'impact d'un point de vue environnement, dans leur quotidien et de modifier, leurs habitudes car comme l'a dit, Thomas, c'est vraiment un exercice de conduite, du changement. Ces newsletters, elles peuvent être, standardisées, c'est le cas si vous choisissez de vous abonner à notre, lettre verte ou, réalisées, sur mesure pour, les besoins, de votre activité. On a parlé, un peu de pourquoi, mobiliser, sensibiliser, donc quelques, exemples concrets de cet impact des plans de sobriété sur, la vie des collaborateurs. Mais avant cela, la raison principale, vous l'avez compris, c'est il faut que s'opère vraiment un changement culturel dans certaines entreprises afin que, la sobriété devienne partout un critère de sélection et d'évaluation, des projets. Et deuxièmement, quelques illustrations, sur ce slide, qui, pour être concret, montrent, que, tout un chacun est aujourd'hui, touché par, l'impact de la sobriété. Il s'agit, de la baisse, du chauffage, cet hiver, des pratiques en télétravail, du tri des déchets, des plans de mobilité durable et cetera. Et ça peut créer quelques crispations, hein, ce n'est pas, que de la joie à court terme. Votre enjeu, c'est donc, embarquer tout le monde, si c'est pas encore, le cas, leur faire accepter, ce plan de sobriété, mais aussi qu'ils y contribuent. On va le voir, un facteur clé de succès, de votre démarche, c'est que les salariés construisent ce plan, avec vous ou, tout du moins, l'enrichissent. Remarque, préliminaire, je voulais faire l'observation qu'aujourd'hui, dans les entreprises, la norme, c'est la grande diversité, de perception de ce que doit être, la sobriété. Puisque, normalement, vos collaborateurs ne vous ont pas, sélectionné en tant qu'entreprise pour votre politique de sobriété. C'est quelque chose, de nouveau. Cependant, à court terme, ça peut déterminer leur volonté de rester chez vous, on l'a vu, dans, les chiffres aussi, des études, d'Ecodev, et à moyen terme, ça peut faire partie des éléments constitutifs de votre culture, d'entreprise et de la marque, employeur. Donc le point de départ cette année, on va dire que, c'est la grande, diversité, à la fois d'opinions, de connaissances, d'adaptabilité, au changement et il va falloir composer avec cette, diversité, ce qui implique, d'identifier, à mon avis, dans un premier temps, vraiment des piliers, des personnes sur qui vous allez pouvoir, vous, appuyer, qui sont, des, influenceurs en fait, enfin je les appelle comme ça, des influenceurs, en interne et qui vont vous aider à aller chercher, la majorité des collaborateurs, donc les autres, ceux qui sont aujourd'hui, moins engagés. Donc quelles sont les bonnes pratiques pour, acculturer vos équipes et les engager dans cette mobilisation, de plus ou moins, long terme? Alors ces bonnes pratiques, je dis plus ou moins long terme parce qu'elles sont valables pour, un plan de sobriété, énergétique, mais elles seront valables aussi sur le long terme sur votre plan de, décarbonation. Je propose de prendre en compte au moins 6 éléments, pour construire votre plan de mobilisation. Tout d'abord, se mettre d'accord sur le récit, global, pas seulement sur le plan d'action, on y reviendra. Deuxièmement, s'appuyer sur l'exemplarité, des dirigeants, en les formant, mais aussi en reprenant toutes les règles internes, du point de vue de la justice. Troisièmement, la co-construction avec les équipes,
L'idée là, c'est de s'appuyer sur l'intelligence collective, les influenceurs internes, de la sobriété. Quatrièmement, la formation de tous les collaborateurs, parce que c'est un investissement, de long terme, absolument nécessaire. Cinquièmement, la réflexion sur une approche pédagogique que, en l'occurrence, je propose, segmentée. Et enfin, la définition, d'un engagement de long terme, à la fois dans la mesure, d'impact, et dans le fait de fournir en continu du contenu à vos collaborateurs. Donc, on va, passer chacun de ces, 6 points, les uns après les autres. Tout d'abord, le récit de la sobriété, c'est la question la plus importante, et la plus difficile parce qu'elle se pose, ben, on le voit au niveau de notre société de façon déjà, très complexe. Au niveau de l'entreprise, c'est un petit peu plus simple, mais il faut quand même bien, y réfléchir. Je propose de l'écrire et de la communiquer, en 4 étapes, en commençant par, votre vision. Donc, est-ce qu'on est dans une démarche de long terme de RSE ou, dans un défi, opérationnel? Pour être concret, là, je fais un parallèle, en fait, avec la crise, Covid, où on a vu que certaines entreprises s'étaient rapidement, projetées dans un temps long, tandis que d'autres, étaient vraiment restés, sur de la gestion de crise. Pour la crise énergétique, c'est la même chose. Il faut se poser, la question de l'inscription, de son plan de sobriété dans un plan de long terme de réduction de l'empreinte écologique, de l'entreprise. Donc à gauche, sur cette image, vous pouvez partir sur un sprint que, je définis comme une approche, défensive. L'objectif est dans ce cas, de ne pas faire de naître de conflit, social, bref, de passer le cap, de l'hiver. Ou à droite, et c'est plutôt, ma recommandation, vous pouvez vous engager, sur un marathon. Pour bon nombre d'organisations aujourd'hui, cette crise énergétique, c'est un merveilleux prétexte pour lancer, une approche beaucoup plus offensive. L'objectif, c'est de transformer cet exercice en mobilisation sur une stratégie de sobriété environnementale plus large, de long terme. Parce que, Thomas l'a dit, derrière la crise énergétique, on a, une, crise environnementale qui est là pour, durer malheureusement. Deuxième étape, il faut rationaliser le niveau d'ambition que vous fixez à l'entreprise d'un point de vue sobriété. Pourquoi est-ce qu'on a fait, ces choix? Est-ce qu'on a envisagé d'autres options? Quelle est la position de l'entreprise par rapport, aux demandes, du gouvernement, à l'industrie, à sa propre politique environnementale et cetera? Est-ce qu'on a fait le strict minimum ou est-ce qu'on est, mieux-disant et si oui, pourquoi? Troisième étape, il faut présenter clairement les bénéfices de votre plan de sobriété, essayer de parler du positif et la plupart du temps, ça passe par le fait de faire prendre du recul, aux collaborateurs sur, l'objectif. Il faut inspirer. Par exemple, un plan de sobriété peut s'inscrire dans une démarche, ambitieuse, nationale, c'est toujours très, mobilisant. L'objectif, c'est aussi de rendre l'entreprise plus résiliente, les emplois, plus pérennes. Heu, pour certains, on peut faire, appel à leur créativité. Ça va être un moment où on va inventer des nouvelles pratiques. Voilà, ça peut être une ère, créative et de solidarité qui est très mobilisante, pour certains. Étape 4, annoncer donc les mesures que vous avez prévues. Voici donc le plan d'action, pour l'entreprise. Il faut un récit qui soit à la fois clair et simple. C'est pas simple, mais c'est idéal et chez nos clients, ce récit, il est indispensable pour préparer ensuite la mobilisation, ainsi que, les formations des collaborateurs. Deuxième sujet à envisager, c'est l'exemplarité, des dirigeants et des équipes, qui portent la RSE et le plan de sobriété. Donc se rappeler, l'adage, «Be the change», qui est, ce qu'il y a de plus mobilisant ou au contraire démobilisant, pour, votre environnement. C'est de voir, voilà, un discours et des gestes par les personnes qui portent ce discours qui soient, décalés. Les organisations effectivement les plus performantes, sur ce sujet que j'ai vues sont vraiment celles où, le dirigeant, la dirigeante porte à titre personnel, ces sujets. Donc quelques points d'attention, la politique de voyage, pas de jet privé, idéalement, la mobilité pour aller au travail, ça peut être le moment de se poser la question de la politique d'attribution, des véhicules de fonction. Est-ce qu'on n'était pas un peu trop large, trop généreux? Est-ce qu'on est juste? La température, dans les locaux, si c'est 19 degrés, bah, idéalement c'est 19 degrés partout et pas, 22 à l'étage de la direction et cetera et cetera. L'idéal, c'est vraiment de documenter
documenter, ces règles quand c'est possible, et quand c'est pas possible, au moins de sensibiliser, les dirigeants, leur faire prendre conscience, de ce que peuvent ressentir les équipes, qui peuvent les entendre parler de leurs nombreux voyages, personnels, en avion, quand ils ont demandé, au travail à tout le monde de prendre, le train pour les déplacements, professionnels. Voilà, l'idéal, c'est de créer, une bonne transparence aussi et pour cela, il faut que les règles soient juste, mises à disposition de tous, sur l'intranet, voilà, parce que des règles qu'on met à disposition, c'est des règles avec lesquelles en général on est à l'aise. Vous pouvez aussi utiliser sur les sujets où c'est plus difficile d'établir, la norme, des, sondages et une consultation. Voilà, quel est le point d'équilibre, ou voilà, comment on peut moduler la règle, par exemple, sur la température, des locaux. Il peut y avoir, voilà, des différences, se dire on fait des des zones plus ou moins chaudes dans l'entreprise, et on le sait, bien formés, les individus deviennent très ambitieux en matière de réglementation environnementale. On l'a vu avec la Convention des citoyens sur le climat. Donc, demander leur avis, aux collaborateurs, le plus probable, c'est que la solution, qu'ils trouvent sera meilleure que celle que vous aurez trouvée, tout seul. Ce qui nous conduit, donc à la question de la co-construction. C'est un processus, qui prend un peu de temps, parce qu'il faut d'abord sensibiliser, former, avant de co-construire. Si vous n'avez pas le temps, pour cet hiver, vos plans sont peut-être déjà largement diffusés, je vous recommande au moins de vous appuyer sur les influenceurs en interne, ceux qui sont, déjà convaincus pour vous faire, des boucles de retour. Donc ces influenceurs, on les retrouve chez, tous nos clients avec des noms, différents. Ils peuvent s'appeler, ambassadeurs du climat, Planet Champion, police anti-gaspi et cetera et cetera. Ils ont, en commun un rôle clé, à la fois dans la remontée, d'idées, à impact, le challenge de votre plan d'action. Ils sont le relais des messages, auprès de tous les collaborateurs et ils ont aussi leurs propres initiatives, à impact, décentralisées qui, en général, sont extrêmement, pertinentes. Pour les transformer donc en piliers, de l'entreprise sur la sobriété, il faut 4 choses, à mon avis. La première chose, c'est les identifier, hein, c'est pas toujours, le cas partout encore. Donc pour ça, vous lancez, un appel aux volontaires, une formation ou une activité, ils se porteront naturellement, volontaires sur ce thème. Pour les entreprises qui déploient la fresque du climat, massivement, il s'agit en général de tous ceux qui ont demandé à être formés, à l'animation. Deuxième chose, il faut leur donner du soutien. Donc en les formant, en leur donnant des moyens. Les moyens, c'est du temps, et un budget sur des propositions, concrètes, bien sûr. Très souvent, on est sollicité par des comités green, justement qui ont besoin de renfort et de monter, en compétences, sur, le sujet. Troisième chose à faire avec ces comités, c'est les légitimer au sein de l'organisation. Leur donner un nom, une relation, avec la direction. Chez Michael Page, par exemple, le comité green a un référent, direct avec, le board. Et enfin, il faut leur demander de se fixer des objectifs. Souvent, dans mon expérience, ils sont clés pour la mise en place des éco-gestes, l'organisation de remontées ou de génération, d'idées de terrain sur, des réductions d'énergie, et cetera. Alors après, une fois que vous avez mobilisé, et que vous avez vraiment transformé, les influenceurs en acteurs du changement, vous pouvez vouloir aussi aller chercher un peu plus largement, d'autres opinions. Voilà, pour pas finalement, il y a un moment où on reçoit un peu toujours les mêmes retours. Et pour cela, moi, j'ai un exemple assez concret qui marche bien, ce sont les goûters sobriété. Vous pouvez, voilà, envoyer un message à certains départements. Vous dites, «Jeudi à 16 heures, je viens, j'apporte le thé, les gâteaux et ceux qui veulent peuvent venir échanger avec moi sur le thème de la sobriété». Là, il y a pas d'agenda. L'objectif, ce sont, vraiment, enfin, c'est vraiment, de leur demander, leur avis, leur retour. Et alors vous aurez des profils très différents, des influenceurs. Là, enfin, il y en aura sûrement, qui sont déjà très engagés, mais il y aura aussi des gens beaucoup moins engagés, qui sont motivés par, le thé et les gâteaux, et qui viendront aussi, partager, leurs idées, voilà, qui ont envie de se, faire entendre. C'était pour la, co-construction. Donc la formation de tous, quatrième e composante donc de votre plan de mobilisation. Si vous avez, donc bien défini, votre, plan et mis en place,
un comité, il faut lancer un plan de formation pour tous les collaborateurs. Les bonnes pratiques, je pense, c'est de repartir, du début. Alors je vois certaines personnes qui parlent de fresques là sur le chat. Effectivement, la fresque du climat, c'est un très bon, point de départ, dans sa version, la plus simple, selon moi, hein, puisqu'elle, reprend bien, enfin, elle touche à plusieurs aspects, environnementaux. La présentation du bilan carbone de l'entreprise, s'il a été fait, aussi très important. Pour certains, il faut, enfin pour d'autres profils, il faut aussi investir dans, des team building expérientiels à mon avis, dans la nature. Le processus, d'acculturation, passe vraiment par, la tête, le cœur, et les mains. Il ne faut pas, négliger le fait qu'une demi-journée à la ferme peut avoir, plus d'impact, chez certains que, la lecture, du rapport, du GIEC en entier. Autre, élément sur la formation, on me pose souvent la question du, volontariat versus l'imposer, à tous. Cette année, je pense vraiment que c'est le moment de rendre cela obligatoire. Dans ce cas, alors évidemment, ça commence par, la direction, mais si, vous optez pour le volontariat, vous allez probablement, presque certainement, dans mon expérience, c'est toujours le cas, vous retrouver avec, en fait, votre comité green et leurs 3 copains, mais vous aurez du mal à aller chercher justement ceux que vous vouliez, sensibiliser. Donc pour envoyer vraiment un message fort, il faut proposer un parcours, obligatoire, mais ce qui ne veut pas dire que c'est le même, pour tout le monde. Voilà. Enfin, il est, très important, de parler aussi de ce que chacun peut faire, ce sont, les éco-gestes. Tout le monde doit se retrouver, dans ce plan. Chez un client récemment, chez qui nous avons formé, donc par groupe de 20, les salariés, sur les éco-gestes au bureau, c'était intéressant de voir que, ce thème, en fait, a créé un dialogue, bien après, notre départ, sur, certes, les bonnes pratiques, du quotidien, mais ça contribue vraiment à créer de nouvelles, valeurs, communes et à aligner, les points de vue par, ce dialogue post, formation. Hem, Se pose ensuite la question de la, pédagogie. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, tout d'abord les formats. Alors si vous êtes une, petite entreprise, il faudra, choisir, hein, vous ne pourrez pas tout faire, et là on peut, s'en parler, séparément, et vous faire une recommandation en fonction de votre situation, particulière. Pour une plus grande entreprise, je dirais à partir de 500 salariés, il faut idéalement proposer plusieurs formats, du e-learning, du face à face, vous pouvez envoyer des suggestions de films, à voir, de lectures, à faire, les envoyer en team building, à la campagne et cetera. Ça, c'est, pour parler, voilà, aux différentes parties, du cerveau et aux différents, profils. Ensuite se pose, la question de ce que vous faites en interne versus en externe. Alors là, ça dépend de chaque, organisation. On a vu qu'il y a 2 rôles internes, très importants, les influenceurs et la direction qui doivent prendre leur part, dans, ces actions. Mais il ne faut pas, sous-estimer le fait qu'un tiers de confiance peut vraiment crédibiliser et renforcer, vos messages. Les équipes internes, s'épuisent à un moment sur les questions de, sensibilisation. Troisième chose sur la pédagogie, bien présenter la cohérence des actions, ne pas avoir trop d'actions, et bien les présenter. Il faut assumer, qu'il y a 3 bonnes raisons à mon avis de lancer une action de sobriété. C'est soit parce qu'elle a, de l'impact, soit parce qu'elle est juste, elle peut être parfois symbolique, mais elle aura, un impact en termes de justice, soit parce qu'elle est, facile à faire. Quatrième point, il faut bien utiliser la répétition et le jeu autant que possible. Un commentaire qu'on a, souvent des équipes RSE, c'est: «On en a déjà parlé, on a déjà fait». Sauf que, dans les enquêtes, les salariés n'ont toujours pas l'impression qu'on leur a vraiment, présenté, le plan d'action, qu'on les a formés ou qu'on leur a demandé, leur avis. Alors il faut, réitérer, réitérer. Il faut aussi être, créatif pour, gamifier certains messages. Proposer des défis mensuels, par exemple, et c'est pas grave si vous n'avez que 10 qui participent parce qu'en fait 90 ceux qui ne participent pas verront quand même, les 10 jouer et ça va, d'une façon ou d'une autre ruisseler sur, leur perception. Il faut donc animer ce plan d'action, toute l'année. Si vous décidez, autre exemple concret, un soir de faire un raid, sur tous les ordinateurs du bureau, rester en veille,
alors qu'ils auraient dû être éteints et d'y laisser, un post-it pour rappeler la consigne. Voilà, essayez de trouver un message humoristique à écrire, dessus, ça passera, beaucoup mieux. Pareil, si vous décidez de dégonfler les pneus des SUV de votre, patron. Bon, non, mais là, je rigole évidemment, mais vous avez compris, l'idée. Enfin, il faut, réfléchir, à comment compenser, parce que pour certains salariés, ce sera un levier important de mobilisation, et pour d'autres, ça sera vraiment la preuve que le plan est crédible. On l'a vu, avec Thomas, la question de la crédibilité du plan est importante. Donc si on économise de l'argent sur la facture énergétique cet hiver, on en fera quoi? Certains de nos clients ont déjà mis en place des primes sur objectifs collectifs, liés au tri des déchets, bon là c'est un peu indépendant de l'énergie, soit à la baisse liée à la baisse de la facture, énergétique. Voilà, c'est extrêmement, fédérateur. Autre exemple, si on a annulé un voyage, annuel à Marrakech, pour l'équipe, commerciale, on le remplace par quoi? Il ne faut pas juste attendre de pouvoir, relancer le voyage à Marrakech dans 2 ans, quand, les billets d'avion, seront moins chers. Il faut essayer de proposer dès cette année quelque chose de séduisant, faire bouger, la norme, voilà, pour que ce nouvelle norme soit, pérenne. Et pour mettre tout cela, en musique, je l'ai dit en introduction, il faut essayer de proposer une approche, segmentée, de la formation, qui commence par un petit état des lieux sur les perceptions de vos collaborateurs, de là où ils en sont. Donc il y a 3 questions pour les, segmenter. Est-ce qu'ils sont informés, sur la crise énergétique et le changement climatique? Est-ce qu'ils sont formés sur les principaux facteurs de réduction, de conso énergétique ou, de décarbonation? Et est-ce qu'ils sont volontaires pour passer à l'action? Est-ce qu'ils le font déjà, et cetera? Quand on fait ces enquêtes, en entreprise pour évaluer, donc là où ils en sont, on demande toujours à la fin aussi, souhaitez-vous être formés et si oui, sur quoi? Et dans plus de 2 tiers, des cas, les répondants souhaitent être formés, mais pas forcément, sur la même chose. Donc selon moi, la bonne, pratique, c'est de prendre son temps déjà sur les pionniers afin de tester vos formats de formation et d'action et ensuite de déployer pour les suiveurs, mais sans passer, forcément beaucoup de temps, sur, les réfractaires. Pour conclure, je vous propose de réfléchir donc à l'animation dans la durée de votre, communauté de collaborateurs. Ça commence probablement par une, mobilisation un peu, coup de poing. Donc on fait par exemple des green day, voilà, on a matin, fresque du climat, après-midi, formation éco-gestes, présentation, du bilan carbone, idéation, des jeux et cetera. Et après il faut garder le fil rouge toute l'année, probablement, sur plusieurs années. Dans le récit de la sobriété, on a dû poser, normalement des jalons chiffrés sur la consommation d'énergie, sur le rythme de décarbonation, voilà. Sur ces sujets, Ecodev a sûrement des outils, pour vous accompagner à la mesure, d'impact de long terme. Mais, cette mesure, il faut la présenter, la rappeler régulièrement à tous vos collaborateurs, et notamment dire quelles actions portent, leurs fruits et celles, qui, ne portent pas leurs fruits. Sur la formation, donc là, à droite, de ce slide, il faut aussi proposer, des mises à jour et envisager un plan, de long terme. Parce qu'on peut bon, on n'a pas le temps, hein, de former à tout, tout de suite et les collaborateurs ont besoin de temps, hein, pour intégrer, ces notions. Par exemple, on peut se dire cette année ou ce semestre, on commence par le tri des déchets, on fera ensuite, le carbone, puis la biodiversité, dans 1 an et demi. Donc c'est un programme, de long terme et pour l'animer, garder le contact, vous pouvez envoyer un contenu, mensuel. C'est ce qu'on propose donc avec notre abonnement à la lettre verte. Vous pouvez aussi produire votre propre, contenu, ou demander à votre comité green de, partager leurs actualités de façon, régulière. Mais, dans tous les cas, la proposition, c'est que les salariés soient réinterrogés chaque année sur leur niveau de compréhension du sujet, leur connaissance, du plan d'action et leur volonté, d'y contribuer. C'est un sondage très rapide, mais qui, à mon avis, pourrait faire partie presque de, l'entretien, annuel. Et pour reboucler donc avec l'introduction, c'est ainsi vraiment que la question de la sobriété va rentrer pleinement, dans la culture d'entreprise, sur le long terme. Merci beaucoup. Merci Claire-Anne, super, je reviens sur la slide de début et puis on va pouvoir répondre aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui est prévu à cet effet.
Je vais commencer, tu en as un petit peu parlé, mais il y avait une question sur les fresques. Donc, quelles sont les meilleures fresques selon nous et comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a plusieurs organismes qui forment? Est-ce qu'un particulier peut fresquer? Claire, est-ce que tu veux commencer? Oui, tout à fait. Donc la Fresque du climat, c'est une association qui a pour, ambition de, former essentiellement des animateurs. Vous avez, 30 000 personnes, formées à l'animation qui sont soit, opèrent dans un cadre professionnel, comme, chez le CABA ou chez, Ecodev, soit qui opèrent, à titre, privé. Voilà, et donc un particulier peut tout à fait, fresquer. Après, il y a une relation avec l'association, on reverse une partie, de notre rémunération à l'association de la Fresque du climat. Se sont développées depuis la fresque du climat d'autres fresques, la fresque du numérique, la fresque de la pub, la fresque de la construction. Voilà, il y en a des dizaines aujourd'hui, donc qui à chaque fois ont pour objectif un peu de retracer les causes et conséquences des impacts environnementaux dans un secteur en particulier. Donc je dirais que la fresque du climat, pour moi, c'est le must et enfin un point de départ essentiel voilà, pour comprendre voilà, le gaz à effet de serre, le carbone, etc. Et après, vous pouvez compléter avec une fresque qui est peut-être plus en lien avec votre activité. Ça peut être, la fresque du numérique, la fresque des océans si vous travaillez chez, Sopiquet ou j'en sais rien. Voilà. Pas de complément, effectivement, tu as tout dit, Claire-Anne. Il n'y a pas de meilleure fresque, une meilleure que l'autre. Effectivement, la fresque du climat, c'est la base un petit peu qui pose les enjeux. Et après, comme disait Claire-Anne, en fonction de vos enjeux propres, c'est pour ça qu'aussi la réflexion en amont, la mesure, etc., vous permet aussi d'identifier les enjeux. Là, vous allez, par exemple, si vous avez des gros enjeux numériques, ou si vous avez des gros enjeux, vous êtes une entreprise de tertiaire avec des bureaux où tout le monde travaille derrière l'ordinateur, vous avez peut-être des gros enjeux en matière de mobilité. Donc là, vous allez pouvoir faire une fresque de la mobilité. Donc ça va vraiment dépendre de vos enjeux, même si effectivement la fresque du climat reste la première et principale qui nous aide à avoir une prise de conscience et à sensibiliser les collaborateurs sur les enjeux globaux liés au climat. Alors, je vais juste essayer de me repérer dans les questions. Tac, tac, tac. Alors, Claire-Anne, tu parlais de pérennité des emplois. Une certaine slide, il y avait une question sur pourquoi parler de pérennité des emplois. La pérennité des emplois pour moi, c'était, pour les entreprises qui ont, voilà, aujourd'hui une consommation d'énergie, extrêmement, importante, voilà, de par leur métier. On l'a vu, les aides, du gouvernement ciblent ces entreprises et ce sont les premières entreprises qui doivent vraiment mobiliser les salariés sur, des économies, d'énergie, parce que leur activité peut être, en risque, en ce moment. Mais c'est pas, la majorité, des entreprises, heureusement. C'est vraiment, assez particulier comme profil de métier. Merci. Hop, je continue dans les questions. Alors, Ecodev, le CABA, intervenez-vous vraiment auprès des entreprises de moins de 50 collaborateurs? Si oui, sous quelle forme le plus généralement? Claire-Anne, je te laisse débuter. Alors oui, on intervient effectivement, auprès d'entreprises, de toute, taille puisque, ça peut être pour faire des fresques du climat, hein. Là, ce sont des ateliers, il faut être, au moins 8 pour avoir, une table, de jeu, et 50 collaborateurs, oui, on peut faire, des ateliers, éco-gestes, pour, tous, sur une journée, on a, d'autres, formats, notamment sur la partie contenu qu'on peut, vous présenter, ouais. On fait toute taille, d'entreprise, voilà. Le e-learning ne sera pas nécessaire effectivement quand vous êtes, 50. Pour compléter, donc idem que Claire-Anne, effectivement, on intervient aussi sur les plus petites structures, bien notamment de l'animation, sensibilisation en physique. Après, ce qui est aussi pas mal quand on a une petite structure, c'est des formations, notamment de la direction. Parce que quand c'est une petite structure, c'est facile après à infuser au sein des métiers et des pratiques. Donc, c'est des choses qu'on fait et qui sont souvent impactantes. Et ça fait partie d'un des enjeux que Claire-Anne a évoqué sur l'exemplarité des dirigeants. Donc, c'est important aussi qu'ils soient formés eux aussi. Autre question, pour revenir sur volontariat versus obligatoire, concernant les actions menées en interne, quel type de parcours peut les rendre obligatoires sans que cela paraisse trop contraignant pour les collaborateurs?
Alors là, dans mon expérience, justement une petite entreprise, on va dire moins de 100 salariés, enfin petite et moyenne entreprise, le fait de rendre obligatoire, là, en général, ça passe très bien. Parce que voilà, c'est une activité qui est proposée, à l'entreprise. Il y en a pas, 50 000 en général dans l'année. Donc dire, bah, voilà, sur, ces 2 semaines-là, il y aura, 5, activités de formation et vous devrez tous, y participer, ça passe très bien. Dans les plus grandes entreprises, c'est là où le fait de rendre obligatoire est beaucoup plus, compliqué parce que notamment, il y a une offre énorme. Donc il y a, l'atelier shiatsu, il y a, le voilà et du coup, il faut bien sélectionner ce qu'on rend obligatoire. C'est pour ça, nous, qu'on a développé le e-learning en disant: «Bah, ça, un module de e-learning, c'est une consommation, personnelle qu'on peut faire de ce contenu et qui permet vraiment de rendre, la chose obligatoire sans contraindre complètement, l'agenda, de tout le monde. Bah, vous pouvez pas le faire, sur tous les sujets que vous souhaitez aborder, dans l'année. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment cette année que, vous pouvez rendre, obligatoire, tout ça. Il faut, simplement, laisser du temps, aux gens pour, réaliser cette formation. Comme ça, ils sont plus, en contrôle, de leur agenda, sur le sujet. Merci Claire-Anne. Je veux juste revenir sur les fresques. Il y avait une question pour savoir si toutes les fresques fonctionnaient pareil, c'est-à-dire avec un reversement aux associations. En règle générale, oui, il y a un reversement. Après, il y a des fresques qui sortent un peu tous les jours, donc peut-être qu'il y a des fonctionnements qui nous échappent encore. Mais sur les historiques et celles qui prennent de l'ampleur, oui, en règle générale, il y a un reversement à prévoir à l'association qui l'a créé. Je vérifie que j'ai pas oublié deux questions. Il y a une question un peu plus spécifique sur justement encore les fresques qui était pourquoi y a-t-il une différence d'heure de formation si on est particulier ou entreprise? Ça, c'est une question dont je n'ai pas forcément la réponse. Je pense qu'il y a des enjeux un peu différents quand on est entreprise que particulier. Ouais, quand une entreprise a des enjeux en termes climat, énergie qui sont quand même différents d'un simple citoyen. Donc j'imagine qu'il y a une notion de formation à ces enjeux dédiés à l'entreprise qui fait que le temps est plus important. Mais voilà, j'ai pas forcément une réponse plus précise à apporter là-dessus. Je sais pas si toi, Claire-Anne, tu en as une, mais Bah, ce que je comprends, c'est qu'il y a des différences sur la formation de l'animateur, c'est ça? a priori, oui. Ouais, ouais, non, je pense comme toi, ça doit être lié, et aussi au fait de comment engager ses collaborateurs. C'est vrai que dans la décision, de former à la fresque tous vos collaborateurs, vous pouvez donc soit faire appel à une société, extérieure qui va venir, et le faire, ce qui est, tout à fait possible, jusqu'à, 500 salariés, on va dire. Pour les entreprises plus grandes, en général, elles choisissent, bah, de commencer par, tester la fresque et ensuite de former ses propres animateurs en interne. Et là, effectivement, il faut connaître, la fresque, mais il y a aussi une question de, quel est mon positionnement, moi, en tant qu'animateur de fresque au sein de mon entreprise? Comment je déploie? Voilà et je pense qu'ils offrent aussi un peu de soutien, là-dessus. Enfin, je dis ça, je ne l'ai pas fait. Merci. Donc, j'ai pas vu d'autres questions. Je voulais simplement en profiter. Je vous ai mis dans le chat deux liens qui renvoient vers les deux enquêtes que je vous ai présentées, où j'ai présenté quelques chiffres au tout début. N'hésitez pas à en prendre connaissance, il y a pas mal d'arguments éventuels en cas de scepticisme de la direction voilà, qui peuvent être utilisés. Donc, je vous invite à télécharger ces enquêtes et à réutiliser leurs conclusions. Donc, c'est l'enquête l'entreprise responsable, ce sont les salariés qui en parlent le mieux, donc c'est la perception de la RSE par les salariés. Et c'est l'enquête, la RSE vue par les dirigeants d'entreprise. Donc, à l'inverse, c'est comment est perçue la RSE par les dirigeants. Voilà, je vérifie qu'il n'y ait pas d'éventuelles questions que j'aurais oubliées. Et si vous en avez, n'hésitez pas. Hop, je fais la liste. A priori, non. Bah, je voulais déjà tous vous remercier pour votre participation ce matin. Remercier Claire-Anne également pour son intervention très, très, très instructive. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Vous recevrez un mail juste à la fin du webinaire avec le lien vers le replay et les téléchargements d'intérêt. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à très bientôt. Et merci encore Claire-Anne. Merci Thomas, merci beaucoup. Bonne journée à tous.